Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Vous ne pouvez pas savoir, je suis heureux comme un môme à la veille de Noël parce que, et je vais essayer de pas trop jouer les fanboys, depuis que j'ai entendu parler de Odoo dans un épisode précédent de La Colle par une boîte qui s'appelle MyFood, qui utilise cet outil. J'ai creusé, j'arrête pas d'en parler à gauche, à droite. Et donc, forcément, vous me connaissez, via LinkedIn, j'ai pris contact avec Fabien Pincars. Ça se prononce comme ça ? Ouais, c'est bon. Ah, j'ai bon. C'est pour une fois, je vais l'avoir bon la première fois. Ouais, pour une fois, j'ai bon. En fait, je l'ai écouté juste avant de commencer. Hein. J'ai écouté des journalistes qui te citaient. Et pourquoi ? Parce que pourquoi je suis aussi heureux ? Parce que enfin, je retrouve mes amours de jeunesse autour de l'ERP, des systèmes d'information, etc. Parce que Odoo est juste un truc. Alors, on va dire que je te cire les pompes, Fabien, mais c'est juste un truc fabuleux que je croyais pas possible. Et pourtant, j'ai quelques heures de vol sur les systèmes d'information. Donc, mais je fais une introduction beaucoup trop longue. Une introduction. Tu peux envoyer des flatteries comme ça, tu peux continuer. Ok. Mais tu vois, alors juste pour vous donner une petite idée, chers auditeurs de La Colle, on parle quand même d'une boîte partie de rien, d'un mec étudiant qui aujourd'hui a 1700 employés dans le monde, qui est basé et toujours historiquement en Belgique, mais qui est aussi présente en Inde, aux US, qui a plus de 7 millions d'utilisateurs, qui affiche une croissance insolente à plus de 50% par an. Voilà, ça c'est juste pour poser un peu le débat. Maintenant, Fabien, il faut que je m'arrête de parler parce que le podcast c'est à propos d'Odoo et à propos de toi surtout. Est-ce que tu veux bien en quelques mots nous dire qui tu es et qui est Odoo ? Alors moi, je suis le fondateur de Odoo, donc c'est une société que j'ai commencé quand j'étais étudiant à l'université. J'ai fait plein d'activités, il y en a une qui a mieux marché que les autres, c'est Odoo. Et Odoo en soi, c'est une suite d'applications de gestion. Donc on a des applications pour tous les besoins de l'entreprise. Tu as besoin d'un site web, tu peux créer ton site en drag and drop. Tu as besoin d'une gestion commerciale, on a une CRM. Tu veux lancer un magasin, on a une point de vente pour les caissières. Tu veux intégrer ta comptabilité, il va y avoir la comptabilité. Et toutes ces applications sont à la fois indépendantes. On peut démarrer très simple, mais à la fois totalement intégrées. Une fois qu'on utilise ces applications, elles s'intègrent totalement ensemble, c'est-à-dire que tu vas avoir ton devis qui va faire ta commande, qui va organiser tes livraisons, qui va ensuite faire la facturation, récupération des créances, etc. Alors, il y a, pour ceux qui nous écoutent et que ces sujets intéressent et qui voudraient aller plus dans le détail, il y a une keynote sur la version 15 qui a dû sortir il y a un mois à peu près. Oui, il y a un mois et demi à peu près, oui. Ouais. Alors, vous vous rendrez compte de deux choses. La première, c'est que les équipes d'Odoo, elles ont pas fait l'acteur studio. Ça, c'est une chose. Je suis désolé. On essaye d'être humain et nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes. Alors, ça a le résultat qu'on attend. On n'est pas des pros, on n'est pas des acteurs, mais je pense que les gens aiment bien. Après, ça marche bien. Mais écoute, tu vois, ça fait le job parce que là aussi, je me suis tapé les 1h30 de keynote et justement, vous faites plein de démonstrations.
Et notamment toi, Fabien, tu te mets en situation où finalement tu gères la vie d'une commande, la vie d'un site web, etc. de A jusqu'à Z dans cette logique tout intégrée. Oui. Oui, c'est vraiment la démarche d'Odoo, c'est d'être hyper simple à tel point qu'on peut le démontrer en 10 minutes sur une base standard, là où nos systèmes ont besoin de beaucoup de configuration. Et alors, peut-être pour aller un petit coup plus coulin où j'explique ce qu'on fait, pour expliquer ce qu'on fait, je prends souvent une petite histoire qui est, imagine un technicien. Imagine un technicien est super bon pour réparer des voitures. Et le gars, il adore son métier, rien qu'au bruit du moteur, il sait réparer la voiture, il te corrige en une demi-heure, 1 heure. Ensuite, imagine ce technicien qui a pas d'outils. Le gars, il peut être super motivé, super bon. S'il a pas d'outils, il va être déprimé au travail, il va pas bien faire son travail, il va galérer, il va prendre des heures parce qu'il a pas une clé à monnaie pour dévisser quelque chose, etc. Et en fait, ce qui se passe, et c'est le constat que j'ai depuis longtemps, c'est que dans les PME, c'est exactement ça. Dans les PME, elles ont pas d'outils. On a encore des comptables qui réencodent toutes les factures clients et les factures fournisseurs à la main. On a encore des recruteurs qui passent 40% de leur temps à faire du scheduling de meetings, interview avec les managers, rescheduler, etc., etc. Ouais. On a des responsables des achats qui font tout à la main, le suivi de leurs commandes. On a des stocks qui sont pas à jour. Et dès qu'il faut faire un rapport, il y a des gens qui font beaucoup d'Excel. Et les gens en souffrent. Les gens en souffrent de pas avoir d'outils. Et c'est là où on a amené Odoo, c'est-à-dire que bien sûr, les logiciels de gestion ils doivent gérer tous les business process de l'entreprise, gérer tous les flux de l'entreprise. Mais ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis 10 ans. Des bons produits comme SAP, Microsoft Dynamics savent gérer ça. Nous, ce qu'on a amené en plus avec Odoo, et c'est ça qui, à mon avis, t'as dû t'intéresser dans cette vidéo, c'est que en plus de gérer tous les processus de l'entreprise, on veut que chaque employé ait des outils pour que soit plus efficace dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment des outils de productivité, en fait, pour les employés pendant tout leur poste. Alors, pour être totalement transparent avec toi, c'est pas ça qui m'a bluffé. Pourquoi ? Parce que de mes jeunes années, à un moment, j'ai revendu une boîte à SAP. En tout cas, j'ai fait partie de cette aventure-là. Donc SAP, Oracle et tous ces gros ERP, c'est quelque chose qui font aussi un petit peu ça. Sauf que vous faites un truc un petit peu différent, c'est que vous êtes arrivé à résoudre une équation qu'aucun de ces géants n'avait réussi à résoudre, à savoir rendre ça accessible sans Watt 1000 jours de conseils, 100 millions de dollars investis en infra et autres joyeusetés. Vous avez quelque part démocratisé ça. Ce qui explique d'ailleurs que la cible, vous avez une de vos cibles en tout cas qui sont les PME et les startups, elles peuvent tourner la clé, c'est ce que tu disais, très très facilement. Oui, t'as vraiment raison. C'est là où on a fait, c'est-à-dire que sur le marché, t'as des gens qui ont beaucoup de fonctionnalités, ce qu'on appelle les ERP, mais ce sont des usines à gaz. Et de l'autre côté, t'as les produits qui ont qu'une seule fonctionnalité. Tu vas avoir Mailchimp pour envoyer des emails, QuickBooks pour faire ta compta, ou Trello pour tes tâches. Player. Mais ils font qu'un truc. Et ce que personne n'a réussi à faire, c'est les avantages des deux, en fait. D'avoir une grande ergonomie simple, accessible en termes de prix, de simplicité du logiciel aussi, mais en même temps couvrir tous les besoins de l'entreprise, tout intégré. Et c'est là, c'est vraiment notre positionnement. Ouais. Et quand je dis que c'est une équation impossible, que c'était une équation impossible à résoudre, tu vois, de mon temps chez SAP, ils avaient lancé MySAP, qui avait vocation à aller chercher les PME par exemple, et juste ça l'a pas fait. Hein. Aujourd'hui, je connais pas l'état de l'art, mais c'est là où je te disais, quand je tombe sur Odoo, quand je regarde les démos, quand je teste aussi, parce que et pour le coup c'est d'une simplicité assez bluffante. Vous allez sur le site de Odoo, on l'a pas dit mais c'est ODOO. Voilà, en 2-3 clics, bim, vous avez un système qui marche. Alors OK, tant que vous avez même pas besoin de vous enregistrer. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas enregistré, la base elle va tenir 4 jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire vous pouvez jouer. Je me suis amusé à créer un site web avec un flux derrière de commandes, etc., etc. Assez. Alors il y a 2-3 trucs. Il faut se pencher un peu sur la doc. On est d'accord. mais en ça c'est assez bluffant justement et ça s'explique aussi peut-être. Parce que vous êtes pas un lapin de 6 semaines, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sorti d'un chapeau comme ça. Ah, ça s'est fait en décennies, hein. Ça se compte en décennies maintenant, quasiment. Et c'est vrai que ce que tu dis, parce qu'en fait, je me rappelle en 2010, quand j'ai fait ma première augmentation de capital,
tous les investisseurs potentiels me disaient la même chose. Ils disaient c'est pas possible, vous devez choisir. Soit vous faites les logiciels compliqués pour les grands comptes qui rapportent beaucoup mais qui sont compliqués, soit vous faites des logiciels simples avec très peu de fonctionnalités pour les petits mais qui doivent être hyper simples. Et nous on a dit non, on va faire les deux. Tout le monde nous a dit que c'était impossible, alors on a pris le temps, ça a pris 15-20 ans d'arriver où on en est. Mais avec un focus continu sur le produit, je pense qu'on a un point, on a prouvé que c'est possible. On l'a prouvé à petite échelle encore, parce qu'on fait moins de 0,1% de part de marché, mais on a prouvé que c'est possible. C'est-à-dire on déploie des logiciels tout intégrés pour des PME, ce qui coûtait avant 200 000 euros facilement, on le déploie aujourd'hui en 3-4 000 euros et 18 euros par utilisateur par mois, quoi. Ouais, ça fait une vraie différence. Et tu vois, ce qui m'a interpellé aussi, on parlait de MyFood tout à l'heure, c'est que on a arrêté l'enregistrement, je l'ai re-questionné dessus en fait en off, mais le gars, quand je dis qu'il y a des fans de Odoo, il y a une réalité de la communauté des utilisateurs Odoo. Oui, alors il y a plusieurs effets. D'abord, il y a des fans parce qu'ils adorent le produit, on va dire les utilisateurs, mais on a aussi un business model qui est très particulier. Alors on va peut-être un peu vite, mais on est open source. Et l'open source, c'est un monde de passionnés, en fait. Et donc, on a aussi beaucoup de fans de par notre modèle aussi, d'avoir réussi à faire un logiciel open source, quoi. Alors, plusieurs questions là-dessus. C'est quoi l'open source, selon toi? C'est quoi ta définition de l'open source? Et je t'ai entendu dans Génération Do It Yourself, le podcast de Mathieu Stéphanie, parler d'open core. Et selon toi, c'est quoi le distinguo que tu fais entre être open source ou être open core? Et puis de ce que j'ai compris, dans l'histoire d'Odoo, justement, il y a eu un shift à un moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, open source, c'est simplement une licence du logiciel en français, on dirait le logiciel libre. Qui te permet d'utiliser, de modifier, d'apprendre et de copier le logiciel gratuitement et indéfiniment. D'accord. Donc, en gros, c'est une licence qui, normalement, les licences sont faites pour contraindre les utilisateurs, s'assurer qu'ils vont payer s'ils ont un utilisateur de plus, limiter leur utilisation, etc. L'open source, c'est tout l'inverse. La philosophie est de dire on veut pas contraindre, on veut donner toutes ces libertés à l'utilisateur. Donc, c'est une licence qui garantit toute une série de droits à l'utilisateur, notamment le droit à utiliser, modifier, qu'il ne paiera pas, etc. Ok. Et alors, il y a plein de logiciels connus. Les premiers sont les logiciels que tout le monde utilise, Chrome, Android, etc., qui sont souvent portés par des grands. Mais il y a plein de logiciels comme WordPress pour les sites web. Et souvent, l'open source est aussi utilisé dans les couches un peu plus techniques. Open Core. Alors, nous, on a été open source pendant full open source. Donc, on a toujours refusé de faire autre chose que de l'open source. C'est-à-dire tout ce qu'on faisait était open source, parce que moi, j'étais passionné d'open source depuis le début. Je le suis encore. Et donc, on a tenu le modèle. Le seul problème, c'est que notre modèle, il marchait pas bien économiquement. On avait du mal à être profitable open source. Donc, à un moment donné, on vendait des contrats de support et de maintenance. C'était comme ça qu'on gagnait nos revenus, puisqu'on pouvait pas vendre les fonctionnalités du logiciel. Le problème, c'est que c'est dur de satisfaire les clients quand ton service, c'est qu'ils t'appellent quand ils sont furieux, parce qu'il y a un problème. Oui, ils t'appellent, ils sont pas contents, ouais. Voilà. Et en plus de ça, une fois que ça marchait, les clients nous disaient après la première année, je paye plus vos contrats de support et de maintenance parce que ça marche. Donc, on n'a plus besoin de vous. Donc, c'est très, très difficile de grandir la boîte. À un moment, on s'est retrouvé, on a eu 10-15 ans, on est très borderline sur le cash. À un moment, il a fallu qu'on change de modèle. J'ai beau refuser parce que moi, j'étais contre les modèles propriétaires depuis toujours. On a dû basculer de modèle et le changer un petit peu. Le changement qu'on a fait, effectivement, c'est de passer vers de l'open core. L'open core, c'est une base open source. Donc, pour Odoo, c'est 80% de nos applications sont open source. D'accord. Mais au-dessus de cette base open source, tu as 20% de logiciels propriétaires, donc payants, classiques, pour lesquels tu dois payer. Donc, si j'applique ça à Odoo, en gros, si tu as besoin d'une CRM, d'un site web, d'une gestion des stocks, des achats, des ventes, d'une facturation, tout ça, c'est open source. C'est un truc, tu peux le télécharger, tu reçois même les codes sources, tu peux le modifier, le copier à tes copains, et c'est garanti par la licence. On va jamais changer ça. Ok. Par contre, on a des applications en plus au-dessus de ça, par exemple la comptabilité, parce que là, il y a des obligations légales. En France, on doit même garantir aussi par rapport à la loi du 1er janvier 2018, que certaines choses qui sont de la responsabilité de l'éditeur. Ouais. Et donc là, on n'a pas pu le faire open source, on l'a fait payant. Et donc, si tu veux, tu as 80% de nos applications qui sont open source et 20% d'applications qui viennent compléter le scope, qui sont payantes, qui sont optionnelles. Donc, il y a énormément d'utilisateurs qui n'utilisent que le produit open source. Donc voilà, ça c'est le modèle open core, et on a deux produits. Un produit qu'on appelle Odoo Community, qui est le produit full open source. D'accord. Et un produit qu'on appelle Odoo Enterprise, qui est le produit open source plus les fonctionnalités payantes qui viennent s'ajouter au-dessus. Ok, donc je comprends mieux maintenant le shift. C'est
Justement, j'avais une question là-dessus parce que c'était ma plus grosse erreur de management, hein, by the way. Ouais. Dans l'histoire d'Odoo, parce que j'ai fait le move bien trop tard en fait. Alors, pourquoi à ton avis t'as attendu aussi longtemps? Alors moi j'étais passionné d'open source, donc j'étais un peu contre ces modèles de dire moi je voulais faire un maximum d'open source, je voulais pas te faire de propriétaire. Ouais. Je trouvais ça, voilà, j'ai toujours utilisé Linux, des logiciels open source toute ma vie, j'ai toujours tout développé en open source, je voulais pas faire autre chose. Et en fait là où je me suis trompé dans mon calcul, c'est que ce qui compte, c'est ce que tu produis en open source. Ce qui compte pas, c'est d'être anti-propriétaire. Ce qui compte, c'est de contribuer, c'est de partager la connaissance logicielle que tu fais. Allez, si tu fais sur le côté un peu de propriétaire, c'est pas grave. Et là où je me suis complètement trompé dans le calcul, c'est que une fois qu'on est passé dans ce modèle open core, où donc on n'était plus que 80% open source et 20% propriétaire, j'ai augmenté mes revenus très très fortement. À l'époque, on était, 400 employés, mais j'ai pu quadrupler la taille de la société. Et donc, engager beaucoup plus de développeurs et donc produire beaucoup plus de développement open source. Donc finalement, tu sers plus mieux la communauté Exactement. Aujourd'hui, alors avec ce modèle open core, je développe beaucoup plus d'open source en absolu, pas en relatif, que ce que je faisais avant. Il y a une vraie, dans l'histoire d'Odoo, il y a une vraie résilience. Est-ce que tu es familier avec le bouquin de Simon Sinek, The Infinite Game? Non. Ben, je vais te l'offrir parce que t'es exactement et toi perso de ce que j'ai entendu de toi dans cette logique-là, c'est-à-dire que typiquement tu ne joues pas au trimestre, tu joues même pas à l'année, tu joues à la décade ou même à la continuité infinie quasiment de ton projet. C'est en tout cas ce que moi j'en ai ressenti. Oui, alors c'est pas en décade, mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur le futur long, quoi. 2-3 ans, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment craquer quelque chose que personne n'a réussi à faire. Et donc c'est vraiment un challenge qui nécessite des investissements longs, beaucoup d'itérations, une amélioration continue et un focus sur le long terme où on ne se disperse pas, quoi. Mais comment vous avez fait et comment toi t'as fait pour tenir les premières années? T'as mangé des pâtes pendant 10 ans? Donc, au début, j'ai tout fait. J'ai vendu des t-shirts, j'ai eu un magasin de produits dérivés Linux en ligne, et on était le plus gros, je devenais grossiste même pour d'autres magasins en Europe. Fallait imaginer. Les t-shirts avec le pingouin Avec des pingouins, avec des t-shirts Debian, okay. Ubuntu, des posters, des pluches, tout ce que tu peux imaginer. Je faisais ça sans but lucratif. Mais le problème, c'est que je me suis retrouvé avec des stocks colossaux et quand j'ai arrêté, le stock m'a coûté de l'argent. Donc je faisais des donations avec tout ce que je gagnais, mais quand j'ai arrêté, ça m'a coûté assez cher. J'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de sites web, j'ai été leader dans les produits sur les marchés de l'art en Belgique. Donc les salles de vente publiques, les galeries d'art et les antiquités. Je vendais des systèmes en ligne, je vendais 15 000 œuvres d'art par mois, plus qu'eBay.be. Ah oui. Je faisais des e-commerce, tout ça en étant étudiant. Ouais, t'avais déjà cette fibre. De toute façon, il fallait monter des projets. T'avais cette fibre. J'ai toujours aimé créer. Mon premier logiciel de gestion, je l'ai fait à 13 ans. C'est beaucoup trop tôt, ça, monsieur. Ouais. Faut vraiment être un peu. C'est un esprit particulier quand même, un logiciel de gestion à 13 ans. Ouais, après, c'était facile. Il me disait, tu fais 21% pour la TVA. Je faisais fois 21%. C'était pas de la haute gestion non plus, mais c'était faire des factures, etc. Mais, donc j'ai toujours aimé créer, puis j'ai fait plein de trucs, et puis je suis revenu à mes deux passions d'origine, qui sont la gestion et le développement. Et à un moment donné, j'ai tout arrêté vers la fin de mes études, et je ne fais plus que Odoo. Et pour démarrer, j'ai démarré avec mes clients actuels, qui étaient les salles de vente publiques, le marché de l'art. J'ai fait la gestion pour ceux à qui je faisais le site web avant. Ça a marché tout pourri parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, il y a des vrais bons choix stratégiques dans ta vie, on le sent. Voilà. Donc ça a marché pour moi en tant qu'étudiant, j'étais content. Et quelques milliers d'euros par mois, j'ai pu engager mes premiers 2 employés, mais c'était très peu par rapport au fait que je vendais 15 000 œuvres d'art par mois par mes systèmes. J'avais pas les revenus d'eBay alors que je vendais plus qu'eux, quoi. Donc là, j'ai pivoté l'entreprise, j'ai dit j'arrête tous les modèles de service et je vais faire ce logiciel de gestion. Pour construire ce logiciel de gestion, je me suis construit comme une société de service. En gros, je développais tout ce qu'ils demandaient et mes revenus venaient principalement des revenus de consultants, de développement, etc. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Ça coûte cher. Moi, ça m'a permis de faire quelque chose que très peu de monde fait, c'est que j'ai pu grandir jusqu'à 100 personnes employées, tout en gardant 100% du contrôle de l'entreprise. Ouais, mais se transformer en société de service,
se transformer, être une société de service, c'est du people, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup d'emmerde quand même. Maintenant j'ai 2000 people quasiment. Oui, bienvenue dans le monde. Non, là, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr qu'une société de service n'a pas les marges d'un éditeur de logiciel. Exactement. Donc, c'est très difficile de construire un produit quand tu as une société de service parce que tu as des faibles marges. Or, éditer un logiciel, ça veut dire mettre 40% de tes frais en R&D plus 20-30% en marketing. Tu peux pas le faire avec un modèle de société de service. Exactement. Et donc, je suis arrivé à ce constat-là. Je suis arrivé à ce constat-là en 2010. On avait une petite centaine d'employés. Et là, je me suis dit, il faut que je change, quoi. Il faut que le produit, il avait plein de features parce que j'avais développé tout ce que les clients demandaient. Mais c'était aussi une usine à gaz parce que j'avais fait tout ce que les clients demandaient. C'était un peu compliqué. Donc là, je me dis, il faut que je change, que je réinvestisse en R&D, en marketing. Je vais passer en éditeur. Et donc, le service, je ne le ferai plus. Ce seront des partenaires dans le monde entier qui feront le service. Et moi, je vendrai des contrats de support et de maintenance pour supporter ces partenaires. Donc, pour faire ça, il a fallu faire une augmentation de capital parce que j'arrêtais tous mes revenus du jour au lendemain. Je pariais sur des ventes futures. Tu coupais le robinet. Voilà. Alors là, on a levé 3 millions d'euros en 2010 et on est passé sur ce modèle où on était toujours 100% open source, mais on vendait du support et de la maintenance. Ça nous a permis de tenir jusqu'à 2014. Alors tant bien que mal, on a eu quelques années au bord de la faillite pendant toute cette période-là. Où là, on a eu les problèmes que je te dis. Ça marchait bien les contrats de support, mais après un an, tous les clients arrêtaient parce que ça marchait. Ouais. Et les clients qui n'arrêtaient pas, c'est ceux qui avaient plein de problèmes et qui coûtaient très cher parce qu'ils avaient plein de problèmes. Donc c'était aussi un modèle très complexe. Et là, il a fallu que je bascule encore une fois de plus. Et là, on est passé sur le modèle open core. Ouais, t'as pivoté, mais enfin c'est assez remarquable parce que tu le dis pendant plusieurs périodes, vous avez été au bord de la faillite. Ah oui, sur les 20 dernières années, je pense que j'en ai peut-être eu 7 années au bord de la faillite. Alors c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais les premières années quand tu bootstrap, ça m'arrivait de payer les salaires le 5 ou le 10 du mois suivant. Simplement, c'était au moins le mois, quoi. On vendait du service, fallait que l'argent rentre. Et parfois, on prenait même des deals un peu foireux où on savait qu'on serait pas profitable parce qu'on avait besoin de cash dans le court terme. Ouais. Avec un gros montant en acompte, etc. Mais ça nous a permis de tenir le temps de construire ce qu'il fallait construire, quoi. Mais on va y revenir parce que ça veut dire que il y a une culture forte dans l'entreprise, parce que quand tu es comme ça dans cette situation-là, pour pas que tout le monde quitte le navire, ça veut dire que tu as su créer quelque chose, en tout cas tu emmènes les gens avec toi. Ah, moi j'ai tout appris dans ces périodes-là. Si Odoo est aussi bon aujourd'hui, on a une efficacité que je pense que quasiment aucune boîte n'a, c'est parce que on est passé par toutes les galères possibles et ça nous a forcé à ne pas être dépensier, à décider dans la minute, à oser prendre des risques, à agir efficacement parce qu'on n'avait pas le choix, c'était une question de survie à l'époque. Et justement, qu'est-ce que tu dirais pour décrire un petit peu la culture et ou des process bien particuliers à Odoo ou disruptifs? Alors, soit je peux le décrire, soit je peux donner des chiffres, je ne sais pas. Je vais parler de la culture humaine d'abord. Faire les deux. Oui. Pour te donner, je vais prendre quelques départements au hasard. Les ressources humaines, chacun de nos recruteurs recrute 120 personnes par an. Pour chaque recruteur. La moyenne sur le marché, c'est environ 30. Ouais. Donc, on a 4 fois l'efficacité. Un recruteur recrute 120 personnes. C'est énorme, 10 par mois par personne, par recruteur. Tu prends des recruteurs professionnels, ils seront plutôt à 30 par an. Oui, parce que ça, c'est le bout du pipeline. Ça veut dire que pour en recruter 120, il faut en voir... Ouais, et en plus, on prend que 2% des gens qu'on interviewe, donc des CV qu'on reçoit, donc on est très sélectif, etc. Ah oui. Et donc, on a une efficacité sur ce process qui est dingue. Tu peux prendre un autre process. Par exemple, en marketing, on organise des événements. Avant la crise, on faisait des événements physiques où on allait dans des hôtels dans les mondes entiers, où on invitait, c'était en moyenne 600 participants par événement. C'était des événements gratuits. On en faisait 400 par an. Donc quasiment 2 par jour ouvrables. L'équipe qui organisait ces événements, c'était 3 personnes. N'importe quelle autre entreprise, il te faut 30 personnes pour organiser 2 événements par jour dans le monde entier. Alors c'était pas eux qui faisaient les présentations de l'événement, ils faisaient toutes les organisations de la logistique, la promotion, le marketing. Donc tous nos processus en interne chez Odoo ont été tirés au maximum dans l'optimisation, l'efficacité, mais je sais pas pour les RH par exemple, c'est quoi le truc? Alors bien sûr, c'est pour en arriver là, c'est un travail continu, c'est pas une grande action, c'est toutes les semaines on améliore. Par exemple pour je peux te décrire le processus. Si tu veux postuler sur Odoo, tu vas sur notre site web. Ouais. La page jobs, la plupart des entreprises ont des pages jobs un peu WYSIWYG et un peu de bold italique, mais les offres sont pas très belles, quoi. Les nôtres, elles sont nickel, elles sont super belles, bien designées, bien travaillées, etc. WYSIWYG, c'est what you see is what you get. Voilà.
Avant même de postuler, on va publier ton salaire, le salaire que tu vas recevoir. T'as un bouton. Quelle est la moyenne de salaire pour l'équipe dans laquelle je postule? On est transparent, on montre le salaire. Trop bien. Et tu peux faire ton salaire à la demande. Tu peux déjà choisir, avant même de postuler, tu peux déjà choisir ta voiture, ton nombre de jours de congé, si tu veux une carte essence, toute l'optimisation de ton salaire, et tu vois le chiffre, et ce sera ce qu'on te donnera comme offre. Donc les gens gagnent énormément de temps. Ensuite, quand tu postules, tu remplis un petit formulaire, tu reçois rendez-vous dans les 2 jours. Le rendez-vous, personne ne travaille, c'est automatique. Tu peux prendre rendez-vous directement dans le calendrier de la personne qui va t'interviewer. Okay. L'interview, elle se fait en une fois. En une interview, ça dépend, 2 à 4 heures selon le département, on prend la décision. Et puis tu reçois un lien pour ton salaire, c'est signature électronique, tu fais toi-même ta propre configuration de salaire où tu choisis toutes tes options et ton brut s'adapte. Et puis après la commande de voiture est automatisée parce qu'on a des voitures de société en Belgique pour tout le monde. Ouais, ça c'est bien. Le résultat, c'est que entre le moment où tu postules ou le moment où ton contrat est signé, la moyenne c'est 7 jours. Tu prends la majorité des entreprises, je connais pas les chiffres, mais ça doit être entre 2 et 3 mois en général. Oui, je pense que ça doit être un truc comme ça. Tout ça sur plateforme Odoo. Ah, bien sûr, on utilise toutes les apps Odoo. On a une app excellente qui est Référal, où les employés ont une app sur leur téléphone pour faire du référal de leurs copains. Ouais. Et ils voient de manière transparente l'évolution des gens qu'ils ont référés, combien ils vont gagner de points, et l'argent, etc. Depuis qu'on a lancé ça a cartonné à 40% de recrutements qui viennent de référal. Avant, on faisait quand même du référal, la même chose, on donnait 400 € pour chaque référal. Si ce n'est que comme il n'y avait pas de tracking, c'était pas automatique, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas les petites alertes, on n'avait que 15% des gens qui venaient du référal. Et donc tout ça, en fait, on a optimisé nos processus à l'extrême, que ce soit dans le référal, la publication du job offer, le flux d'interview, la prise de rendez-vous, pour que ce soit hyper efficace. Et ce que je t'ai dit là pour le HR, on l'a fait pour tous nos départements. C'est-à-dire toutes les semaines, on fine-tune toujours quelque chose de plus, quoi. Ah oui, vous êtes dans un processus d'amélioration continue. Voilà, et on le fait partout. Et à l'époque, on n'avait pas le choix, c'est parce que je pouvais pas me permettre d'engager beaucoup plus d'HR dans le département. Et aujourd'hui, ce qui fait l'efficacité de la boîte, c'est parce qu'on a construit tout ça dans les périodes où on savait juste pas recruter, on n'avait pas les moyens de mettre plus de monde en HR ou de prendre 3 mois pour recruter quelqu'un. Alors justement, et je pense que vous avez traqué ça. Tu compresses, on va dire, le recrutement. Derrière, est-ce que désolé de le dire comme ça, mais est-ce que tu as plus de déchets? Non, on ne pense pas. On ne recrute que 2% des gens qui postulent, donc on est quand même hyper sélectif. Ouais. Nos tests, même s'il se fait en un seul rendez-vous, ça peut durer de 2 à 4 heures, donc on va très loin dans l'interview. D'accord. Après, c'est une personne qui fait oui, l'interview. C'est une personne qui interviewe, c'est pas le HR. C'est, par exemple, si tu postules en tant que développeur, tu auras un lead développeur qui fera l'interview, quoi. Ça aussi, c'est assez symptomatique de ce que j'ai compris de la culture Odoo. C'est que toi, d'ailleurs, en tant que dirigeant, tu es sur un principe d'empowerment des collaborateurs d'Odoo. Oui, alors donc là j'en viens à la culture HR chez Odoo peut-être, mais juste avant je voudrais peut-être préciser, ce que j'explique aujourd'hui là dans le HR, c'est quelque chose qui est général à tous les départements d'Odoo. Tu vois, on n'a pas de département légal, on n'a pas de département des achats parce que les gens décident tout seuls eux-mêmes. Ouais. On n'a pas de département de data analyst, on n'a pas tout. Odoo est extrêmement simple et focalisé sur produire de la valeur, quoi. Tout ce qui est administratif, il y a rien de ça chez Odoo. Ok. Alors donc pour répondre à la question, désolé, je saute du coq à l'âne, mais sur la culture HR de chez Odoo, on a même un petit livre là-dessus d'ailleurs. Qui est open source, le livre? Il est publié, oui, en ligne. Il n'y a pas de source code dans le truc, mais effectivement, tout le monde peut l'utiliser. Il est publié. On a 3 choses qui sont très importantes. C'est l'autonomie. 2, la responsabilité des gens. Et 3, l'évolution très rapide de tout le monde. Et c'est 3 éléments sur lesquels on excelle vraiment. Alors, je sais que toutes les boîtes disent ça. J'entends tout le monde dire, oui, nous, autonomes, responsables. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il y a très, très peu qui le font bien. Ça se voit quand tu parles de l'optimisation de tes process, c'est-à-dire que si t'as 15 personnes qui doivent décider avec des structures en cascade, j'en peux peu. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas possible juste. C'est pas possible. Si t'as un budget qui t'est imposé, tu peux pas faire ce que tu veux. Si tu dois valider tes notes de frais, tu peux pas faire ce que tu veux. Chez nous, on a rien de tout ça. Pas de validation de notes de frais, pas de budget, pas de département légal. Chacun signe ses propres contrats et est responsable de ce qu'il signe, quoi. Mais ce qui explique d'ailleurs que vous ayez pu passer finalement d'un mode survie à un mode hyper croissance. Aussi, c'est-à-dire que en gros tu donnes la voie, tu donnes la ligne et derrière tu as toute l'organisation qui se met en branle. Ouais, donc dans cette période de survie, on a construit notre efficacité et puis une fois qu'on a eu le modèle qui fonctionne, ça a explosé. Après,
pour être fair, ça a toujours bien marché. C'est-à-dire, même quand on n'avait pas de cash, on grandissait à plus de 50% de croissance par an. D'accord. On a toujours, la moyenne, c'est 63% sur les 15 dernières années, je crois, de notre croissance. La moyenne par an sur les 15 dernières années. Alors, vous voyez pas ma tête, mais voilà, j'ai la mâchoire qui tombe, là. Oui, les gens se rendent pas bien compte, mais imagine qu'on est, je vais faire un petit calcul vite fait, on est 2000 aujourd'hui. Ouais. Tu rajoutes, là, cette année, on a 73, donc 73% de croissance. Ok. Ce qui veut dire que dans un an, on a 3400 employés, si on fait la même croissance. Tu fais ça pendant 5 ans, t'as 30 000 employés. Donc ça montre les volumes de croissance, c'est juste délirant, quoi, à notre taille, de faire du plus de 50% de croissance. Comment vous avez décidé d'aller... Alors, les États-Unis, je comprends, parce qu'il y a un marché domestique aux États-Unis. Et quelque part, quand tu commences à gagner aux États-Unis, tu commences à gagner le monde. Mais vous êtes parti en Inde aussi. Pourquoi en Inde? Alors j'ai commencé en Inde, c'est la première filiale que j'ai ouverte. D'accord. D'abord, il y a peut-être un truc qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, l'ouverture d'une filiale, c'est rarement stratégique, c'est très souvent opportuniste. Ok. Souvent, les entreprises disent oui, il faut qu'on ouvre dans tel pays, dans telle ville, etc. Nous, on travaille pas du tout comme ça. Moi, la raison pour laquelle je crée une filiale, c'est parce que j'ai la bonne personne. Si j'ai un mec qui est super bon en Inde ou un Indien qui veut retourner en Inde ou un mec qui veut aller aux États-Unis, je vais créer une filiale parce que je vais m'appuyer sur lui. Je considère que le succès d'une filiale est plus lié au directeur qu'au choix de la ville. Et donc souvent c'est une question d'opportunisme. Je suis tombé sur les bonnes personnes en fait. Et donc t'as trouvé on a actionné un levier et puis on a commencé ensemble. Et t'as puis trouvé le bon Indien. Le bon directeur, oui. Ouais. Et qui était étudiant à l'époque ou qui sortait des études. Et alors pourquoi en Inde au début, ça m'a pas mal débloqué parce que pas tellement pour les coûts. Alors pour les coûts bien sûr c'était intéressant, mais c'est surtout qu'en Belgique si tu dois recruter je sais pas 10 ou 15 développeurs, ça va prendre du temps quoi. Oui. Ça va vite prendre 2-3 mois, puis même quand ils vont signer, après tu as leur préavis qui va prendre encore 1 ou 2 mois de plus. Ben oui. Comme on grandit très très vite, on a toujours signé des contrats qui étaient plus gros que notre chiffre d'affaires de l'année d'avant. Ouais. Et quand tu fais ça, mais tu dois recruter vite, quoi. Dès que tu signes un gros contrat, tu dois vite recruter 10, 15 gars. Et j'y arrivais pas. C'était juste, j'arrivais pas à délivrer ce qu'on pouvait vendre. Et donc, j'ai utilisé l'Inde comme un buffer. Ce qui se passe, c'est que je voulais développer en Belgique parce que les compétences belges sont bonnes. Mais ça me permettait de recruter en Inde 15 personnes tout de suite parce que là-bas, tu claques des doigts, t'as 15 ingénieurs, bac plus 6, disponibles en 2-3 semaines. Je mettais les Indiens sur le projet, ça me donnait moi le temps de recruter plus en Belgique. Alors, d'expérience, ils sont bons, ils sont rapides, mais il y a des vraies différences culturelles. Ah, bien sûr. C'est-à-dire quand l'Indien te dit oui, ça veut pas forcément dire oui. S'il dit oui, ça veut dire non. S'il dit oui, j'ai compris, je vais le faire, ça veut dire oui. Là, t'es sur le bon track, ouais. Et c'est une question et c'est pas parce qu'ils mentent, c'est juste une question de culture, c'est-à-dire que pour eux, dire non, c'est offensif. Ouais. C'est mal perçu, donc ils vont pas dire non, ils vont juste dire un petit oui. Ils vont dire oui. Et s'ils font un petit oui, ça veut juste dire non. Alors nous, on l'entend comme un oui, mais pour eux, ça veut dire non. C'est juste que ça se fait pas de dire non pour eux. Donc il a fallu apprendre ça aussi. Pardon ? Donc il a fallu apprendre ça aussi. Il a fallu apprendre ça. Alors j'ai été pas mal en Inde moi-même au début pour créer la filiale, l'agrandir, etc. Donc j'ai appris sur le tas, quoi. La chance que j'ai eue, c'est qu'on était assez petits, donc au lieu d'adapter les Indiens à la Belgique, d'essayer de former les Indiens pour qu'ils s'adaptent à nous, ce qui n'aurait jamais marché, j'ai fait l'inverse, j'ai adapté les équipes belges aux Indiens, et ça a très bien marché. Avec un truc justement qui est, tu parles de la Belgique, de la Wallonie, vous êtes implanté en Wallonie, le gros, il y a un gros de la troupe quand même qui est là, la moitié, oui. en Belgique. C'est un choix volontaire que je sais pas de pas être allé dans la Silicon Valley. Mais j'y étais aussi, ce qui était une connerie d'ailleurs, mais on va en parler. On a aussi fait des bureaux. Là, j'ai 500 personnes aux États-Unis, dont la plupart à San Francisco en fait. D'accord. Mais comment dire? Parce que là, de ce que j'ai vu et entendu, vous êtes installé dans même pas dans une ferme, mais dans des fermes, parce que avec la croissance, t'as racheté tout ce qu'il y avait autour, en fait. Donc c'est vous avez créé la Odoo Farm, Odoo City. Ouais, en plus on est dans un village de 6000 habitants, donc c'est pas grand chose. Le maire du Patelin, il doit t'embrasser les pieds, hein. Non, quand même pas. Mais... Non, c'est toujours une question d'opportunité, c'est-à-dire que on grandissait vite, j'avais pas de moyens, les 7 premières années, j'avais pas de salaire, comme je disais, je payais les gens parfois en retard le mois suivant,
Et donc le moment où il a fallu que je prenne des bureaux plus grands, parce que j'ai toujours eu plein de monde, je suis frustré du manque d'espace quand j'étais étudiant. Dans ma petite chambre d'étudiant, il y avait 3 employés autour de moi. Et puis je suis parti dans une petite fermette que je louais, il y avait des gens dans la cuisine, dans les chambres, il n'y avait pas assez de place. Et donc à un moment, je me suis dit, mais il faut qu'on achète là, il faut que j'achète quelque chose de très grand. Mais j'avais pas de sous. Moi, j'avais à peine du mal de quoi payer les salaires, moi je n'étais pas payé. Ouais. Et donc ce que j'ai trouvé de plus grand sans avoir d'argent, c'était une ferme délabrée. Mais complètement délabrée, personne n'en voulait. Avec les murs qui tombent, ok. Voilà, et alors on l'a restauré petit à petit avec le business qui grandissait. Donc ça, c'était purement opportuniste. Et puis il s'avère après que c'était génial, c'est-à-dire que c'est excellent de travailler là-dedans. Donc c'était un très bon choix, mais j'ai pas fait exprès, quoi. Donc vous êtes au Doubs et au milieu des champs. Au milieu des champs, on a 3 fermes. Alors maintenant, il y a des limites au modèle parce que on arrive à chaque ferme, c'est que 2000 mètres carrés. On essaye de les avoir toutes l'une à côté de l'autre, donc il y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Donc maintenant, on a aussi des bureaux plus traditionnels. Hein. D'accord. Il y a vraiment toute une histoire et tout un storytelling autour d'Odoo. Tu l'as dit, c'est toi historiquement avec tes petits doigts musclés pendant que t'es étudiant. Très vite, il y a des gens qui montent avec toi dans cette aventure. Tu considères qu'il y a des cofondateurs? Non, c'est-à-dire les personnes les plus importantes aujourd'hui d'Odoo, qui sont le CTO en tout cas le CTO qui est le plus vieux dans l'équipe de direction. Il m'a rejoint 4-5 ans après le début d'Odoo. Ouais, déjà. T'avais essuyé pas mal de plâtre déjà. Et on était déjà, on venait de lever les 3 millions d'euros et on était déjà une petite centaine, donc 40 en Belgique et 60 en Inde, je dirais. Ouais, c'est des chiffres. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même gigatonique, hein, comme même les chiffres tout au début. Vous avez quand même grandi très très vite. C'est-à-dire que quand on parle de start-up, là pour le coup, il y a eu un vrai start-up. Oui, alors c'est le résultat de beaucoup de travail en fait. Hein. On travaillait comme des fous, on travaillait bien, je pense. On était très focalisés, on faisait ce qu'il fallait, on faisait pas ce qu'il fallait pas. Mm-hmm. Mais ça s'est fait à la force du travail, parce qu'on n'a pas levé d'argent, on n'a pas. C'était vraiment et on a construit à partir de rien, quoi. On ne s'est pas appuyé sur un produit, on a construit notre produit from scratch, quoi. Alors on l'a évoqué, vous avez fait au moins une levée de fonds, 2 peut-être. 2. Oui. Dans tes actionnaires, tu dois avoir un certain Xavier Niel. Oui. T'es pas sûr ou Il y a eu des changements sur la cap table, mais je pense qu'il est encore un petit peu, oui. D'accord. Mais on va dire que les relations avec les investisseurs ont pas toujours été simples. Et ça peut se comprendre. Alors par plein d'égards, mais surtout justement quand tu pivotes beaucoup, quand finalement peut-être la rentabilité qu'ils espéraient est pas au rendez-vous, etc. Ça peut être un peu chaud, ça, non? Oui, alors c'est presque. La vie d'une boîte en forte croissance est faite de haut et de bas. C'est inévitable. Je pense que si tu peux pas faire une grande boîte sans prendre des risques, sans aller à fond et faire des petits plantages aussi. Donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Ce qu'il faut voir chez nous, c'est qu'on a quand même tout le temps eu de la croissance. Hein. Ouais. On a eu une année à 0%, une seule. Mais sinon, on a toutes les années, on a eu du 60, un peu plus de 60% de croissance. Donc, il y a toujours eu de la croissance. Notre difficulté est plutôt au niveau du cash. D'accord. Et alors, quand on fait les levées de fonds, quand tu reçois, j'avais pendant quasiment 7-8 ans, j'avais rien, mon compte banque était vide en permanence, parce que quand ça rentrait 10 jours plus tard, ça servait à payer les salaires. Et puis du jour au lendemain, on fait 3 millions d'euros d'augmentation de capital, j'ai l'impression qu'on est super riche, qu'on peut y aller à fond. Et puis 18 mois après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur le compte et il nous reste 2 semaines de trésorerie. Et c'est sûr que ça peut faire peur, quoi. C'est sûr que certains board members peuvent paniquer dans ces circonstances-là, quoi. Mais justement, on va dire, toi, ton track académique, universitaire, alors tu l'as dit, à 13 ans, t'aimais déjà la gestion. Donc bon, t'es un mec un peu bizarre. Ok, d'accord. mais académiquement, tu as suivi des études d'informatique. T'es dans le computer science. Plus polytechnique. Donc, polytechnique, okay. C'est ce qu'on appelle en Belgique ingénieur civil, mais avec une spécialité informatique. Mais j'ai pas été au cours, donc c'était un peu bizarre. Oui, mais ça, je ne sais pas le dire. Mais tous ces aspects business, augmentation de capital, en fait, comment t'as fait? Enfin, t'apprends sur le tas, ok, mais c'est quoi tes... J'ai fait 2 choses. 1, je lis beaucoup.
J'ai beaucoup de livres qui servent à mon métier, quoi. Ok. Très tôt, je lisais déjà la méthode Toyota sur comment organiser les lignes de production, et tout ça, ça me passionnait. Okay. Et l'autre chose, c'est que c'est mon métier aussi d'organiser les entreprises. Quand on fait des logiciels de gestion, on a l'avantage de travailler énormément de clients, on transforme leurs process, on les fait devenir sans papier, dans la gestion, je veux dire. Ouais. Et donc, on apprend aussi de travailler avec ses clients, quoi. Mais c'est vrai, et pour l'avoir vécu, en plus de ça, t'as un intérêt, c'est que tu vois plein de sujets et donc plein d'entreprises, ce qui fait que tu te fais une culture de l'entreprise au sens large du terme, qui est large. Autre question, alors là c'est plus sur le modèle. Tu disais, on s'appuie aujourd'hui sur un réseau de partenaires. Comment tu fais pour les garder près de toi? Est-ce que vous avez réussi à convaincre les Big Four, les grands, tu vois, les Capgemini, les Accenture, etc., qui sont quand même bien noyautés par les SAP, Oracle et autres? Oui. Alors historiquement, nous on était plutôt PME, donc on va dire de 5 utilisateurs à 100, 150 utilisateurs. Jusqu'à il y a 3-4 ans, parce que notre logiciel était capable de faire plus, mais on n'avait pas la mentalité d'une grande entreprise. D'accord. On était tellement dans notre culture plutôt start-up agile, alors qu'on était plus de 1000 personnes, qu'on avait du mal à vendre à des grandes entreprises, simplement parce qu'on supportait pas leur service des achats et leur service légal, on va dire ça comme ça. Okay. Mais il y a 3 ans, parce que le produit marche très bien pour les grands comptes, donc certains de nos partenaires travaillaient sur des grands comptes. Il y a 3 ans, on a lancé un département sur les grands comptes, donc c'est assez nouveau pour nous. Ok. Mais donc c'est plutôt local, Belgique et autour, on fait France, Luxembourg, mais on n'a pas encore déployé ça à fond dans nos autres filiales. Et là ça cartonne. Depuis 3 ans ça cartonne vraiment, mais c'est nouveau, c'est-à-dire les Big Four par exemple, on va en signer 2, on en a un qui est signé, qui va passer tous ses clients comptabilité, donc c'est pour le département fiduciaire du Big Four, va passer sur Odoo, ce qui est gigantesque, en Belgique. Mais enfin on parle de milliers de dossiers. Et un deuxième va signer, et puis alors c'est pas un Big Four, c'est presque le 5e des Big Four. Pareil, on est en train de former tout leur bureau dans Belgique, et là on est en train de faire Luxembourg, et France va venir. Donc oui, ça arrive, mais c'est nouveau. C'est-à-dire c'est tout nouveau. Pour l'instant, nos partenaires, si tu regardes le réseau, c'est plutôt des PME, quoi. Ouais, mais alors eux ont un avantage, c'est qu'ils te donnent un effet de levier. Déjà, ils te crédibilisent aussi vis-à-vis de leurs clients. Mais ils peuvent te donner un effet de levier qui est Ah oui, c'est un accélérateur, c'est sûr. Après, c'est un autre segment, c'est plutôt pour la vente à des grands comptes. Ouais. Là où nous, on est encore aujourd'hui très fortement focalisé sur les PME. Vous avez réussi à retourner un ou quelques grands comptes comme ça? Ah, plein, hein. Maintenant, ça l'appelle, quoi. Je pense qu'on en tout cas dans nos zones. Je peux peut-être donner quelques noms. Hein. On travaille avec Carrefour. On a fait La Poste. On a fait l'ENA, l'École nationale d'administration en France. C'est pas un grand compte, ça. Mais c'est prestigieux. C'est prestigieux. Voilà. Ça compte. On travaille avec les cuisines Xina, Ego. On travaille avec les magasins Expert Sélection, c'est 6000 magasins, 6000 points de vente. D'accord. Donc oui, on en fait pas mal. En 3 ans, je veux dire, on a fait beaucoup. Et quand vous rentrez, c'est full stack, c'est-à-dire que sur quasiment tous les modules, ou il y en a un qui marche mieux d'autres? Par exemple, on est chez IBM. IBM nous ont mis sur la gestion des stocks. Alors c'est pas leur core business, la gestion des stocks. Pour certaines activités, ils ont une grosse gestion de stock. Donc on est chez eux avec 800 utilisateurs qui sont en fait leurs gros entrepôts et des choses comme ça. Mais on n'est pas sur le reste. Par contre, on a des boîtes comme Wavestone, par exemple en France, c'est 4000 personnes, consultants, où là c'est full stack Odoo. Donc c'est au cas par cas. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on commence par le bas. Souvent ces grands comptes, en fait, ils utilisaient déjà Odoo avant de choisir Odoo. Peut-être pour la CRM ou peut-être pour une gestion de projet ou du recrutement ou quoi. Et le jour où ils ont un besoin plus large, alors ils font appel à nous parce qu'ils nous connaissent, quoi. Ouais, et puis parce que de ce que j'en vois, alors c'est pas simple, enfin si ça a l'air simple en tout cas de rajouter des briques, parce que finalement t'as un référentiel commun, donc ça veut dire qu'il y a une certaine cohérence, t'as des flux qui se font assez ah oui, alors par exemple si on veut faire nos forces et faiblesses, on va dire, sur les grands comptes, ce qui est clair, c'est que le produit, on explose tout. Notre produit, on arrive à faire des trucs de feu en moins de temps que les autres intégrateurs sur d'autres produits propriétaires. Après, on a des faiblesses aussi. On n'est pas très bon pour vendre à des conseils d'administration ou des comités exécutifs, ce que tu as besoin de faire dans les grands comptes, d'avoir beaucoup de relationnel, il y a quand même un peu de politique.
On n'est pas très bon dans la culture. On appelle ça de la vente complexe, monsieur. C'est différent. Complexe. Et il y a des réflexes de base. On va dire quand on va en grand compte, on est seulement en train de découvrir nous. Donc on n'est pas. Donc on a une culture qui est pas totalement. Ça marcherait pas pour tout le monde en fait. Et donc aujourd'hui les grands comptes qui viennent chez nous, c'est les grands comptes on va dire plus ouverts que la moyenne. Et je le redis et je le redis. Si aujourd'hui vous avez une idée de boîte, etc., ou si vous êtes une jeune boîte, ou même une PME installée, regardez Odoo. Franchement. Ah oui, mais moi, si j'avais eu Odoo tel qu'il est aujourd'hui, dans mes débuts, mais j'aurais gagné 1 an de développement dans l'histoire de mon entreprise. Ouais. Parce que j'avais j'ai oublié de facturer certaines notes de frais, j'étais en retard dans mes relances parce que je détestais l'administratif. Tous des trucs qui aujourd'hui avec Odoo, c'est quelques clics, c'est automatisé quoi. Ouais, et puis avec des des fonctionnalités. Alors là en plus tu montres ça dans la keynote, mais la logique du tout intégré avec les coupons de discount aussi, enfin tout est là et intégré avec le stock, la gestion des achats avec les fournisseurs, etc. Même pour à la rigueur une petite boutique au sens américain du terme d'ailleurs. Je pense que ça peut faire gagner en performance de manière conséquente. Ah oui, en fait on a 400 000 utilisateurs qui sont des indépendants. Ouais, ça m'étonne pas. Et ils l'utilisent quand même Odoo parce qu'ils gagnent du temps sur leurs factures, leur relance et tout ça, leur compta et tout ça. Alors j'avais une autre question, c'est que je suis allé voir le Site Builders. Donc comment pour en gros créer un site web, et je me suis fait la remarque en me disant mais là il y a un concurrent direct de WordPress parce que le truc est quand même plutôt bien foutu, plutôt bien évolué. Alors je sais pas, je suis arrivé à la version 15 moi, donc peut-être que la version 14 c'était moins bien, et la version 13 encore moins, mais en regardant ça et en me disant potentiellement c'est intégré avec tout ce qu'on appelle mon back-end, c'est-à-dire toute ma compta, tout le bordel de gestion des stocks, le e-commerce, etc., plus la gestion des réseaux sociaux. Est-ce que là, j'aurais pas le WordPress killer de demain? C'est notre cheval de bataille. Donc sur ce marché, on est personne. On fait 0,1% des sites web au monde, ce qui est rien. Versus WordPress qui tient à 63%. Ouais. Des CMS, je crois que c'est 40 des sites web et 63%. C'est énorme, quoi. De loin le leader. Donc on est rien, on est 0,1% parce qu'on fait que démarrer. Effectivement, la V15 c'est beaucoup mieux que la V14. On fait ça depuis 2-3 ans, mais enfin c'est le genre de produit aussi que tu crées sur 10 ans, quoi. Et donc pour nous la seule manière d'être quelqu'un sur ce marché, c'est de sortir un produit qui explose les autres. On ferait même un produit qui serait comparable à WordPress, ça marcherait pas. Ils ont tellement d'avance en termes de marketing, de nombre d'utilisateurs que les gens feront pas l'effort de switcher de technologie. Et là notre positionnement pour y arriver, c'est simple, c'est de se dire en fait il y a 3 grands acteurs dans ce marché-là. Il y a WordPress qui est sur la partie open source. Leur key value, leur succès c'est ça, c'est l'open source qui est très utile pour les agences, les freelancers, les développeurs et tout ça. Mais il y a d'autres acteurs. Il y a Shopify qui a pris tout le marché de l'e-commerce, même qui est devenu plus fort que WordPress sur la partie boutique en ligne. Parce que WordPress est très en retard sur la partie boutique en ligne. Et puis d'un autre côté, on a Squarespace, Wix, Weebly, qui eux sont sur la partie plutôt page builder. Ouais. Où tu peux facilement drag and drop, construire tes pages, rendre le CMS un peu plus abordable, quoi. Et pareil que quand je suis rentré dans le marché de l'ERP, il y a ces 3 acteurs qui sont bons dans leur domaine chacun, avec leurs avantages chacun, mais il y a personne qui fait les 3 en même temps. Ouais. Et ça, c'est notre positionnement avec Odoo, c'est de se dire on va faire open source comme WordPress, avec un page builder qui est Squarespace même beaucoup mieux, et toutes les features d'un Shopify, plus tout le back-end pour gérer tout ça. Et tout ça ensemble, ça donne un produit qui est quand même assez unique. Le problème maintenant, c'est qu'il y a un challenge marketing, c'est qu'il faut arriver à le faire savoir à grande échelle si on veut rattraper WordPress, quoi. Ouais, alors effectivement, il y a un petit peu de chemin, mais tu vois, la preuve, c'est arrivé dans mon radar. Justement, qu'est-ce qui explique que j'ai l'impression, après tu peux me détromper, mais que ça fait 6 mois, 1 an que finalement Odoo n'est pas si si caché que ça. Oui, on a démarré le marketing vraiment, je dirais, on a toujours fait du marketing, mais à plus grande échelle, il y a 2 ou 3 ans, en fait, c'est assez récent. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'avant, on était connus dans les petites communautés bouche à oreille d'utilisateur à utilisateur, on se passait le mot. Et c'est assez récent qu'on investit en marketing.
Et puis c'est aussi assez récent qu'on sort du marché de l'ERP. Jusqu'à peu, on était vraiment, notre proposition de valeur, c'est on fait tout ce que vous voulez intégrer de manière simple. Maintenant, on est sorti de ça en allant sur justement le website builder. Les gens prennent website builder pas pour l'ERP, parce qu'ils ont besoin d'un site web. Ouais. Ou sur d'autres trucs comme les fiduciaires. On parlait des fiduciaires avec les Big Four. Ces gens-là ne veulent pas un ERP. Aucune fiduciaire n'utiliserait un Dynamics ou un SAP. C'est trop compliqué. Ouais. Par contre, ils ont besoin d'un pur logiciel de comptabilité qui fait le truc parfait. Et ça, ce positionnement application par application, on l'a depuis toujours dans le produit, mais on l'avait pas bien marketé, mis en avant, et notre pricing correspondait pas bien. Donc ça, c'est assez récent, oui, c'est 3 ans, je dirais. Comment tu fais? Parce que justement, on parlait de compta. La compta en France, c'est pas la même chose qu'en Belgique. Bon, ça se ressemble un petit peu, mais c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Comment on fait pour maintenir ça? D'abord, ça prend longtemps à construire, parce que simplement pour avoir la compétence dans une boîte normale, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait ouvrir des filiales dans chaque pays, engager des comptables, apprendre de ces comptables, itérer, parce que le comptable, c'est pas non plus des product owners, ils vont peut-être pas te donner les bonnes idées de produits, ils savent quoi faire dans la comptabilité, mais peut-être pas dans le produit. Et ça prendrait des dizaines d'années aussi, parce que tu dois créer des filiales partout. Là, ce qui a bien marché pour nous, c'est notre modèle open source. On a travaillé avec des communautés de par le monde, on a tous ces partenaires de par le monde qui vivent de l'intégration de Odoo et du service d'Odoo chez leurs clients. Et donc l'information, comme on a aussi un modèle de développement très ouvert, on discute beaucoup avec les communautés, on travaille sur GitHub, etc. La boucle de feedback a été beaucoup plus rapide que tous les autres éditeurs. Et on a su lancer une comptabilité dans plusieurs dizaines de pays en quelques années, quoi. En 2 ans, 3 ans, alors que normalement, il faut plutôt 10 ans pour arriver à faire ça. Ouais, c'est super compliqué. Ce qui explique d'ailleurs que vous soyez aussi multilingue. C'est le même combat. Alors, on est multilingue, la comptabilité, on fait plus d'une centaine de pays, hein, mais profond, quoi, avec les déclarations TVA, les interfaces bancaires, tout ce que tu peux imaginer, quoi. Donc des sujets hyper... Des sujets, par exemple, simplement le scan de factures fournisseurs, parce que maintenant les comptables n'encodent plus les factures, ils les valident. L'encodage c'est automatisé, maintenant ça scanne et il y a l'intelligence artificielle qui détecte ça. On a implémenté le droite à gauche, toutes les complexités que tu peux imaginer, quoi, pour les langues arabes. Mais enfin justement, je l'imagine très très bien. Et quand je te parlais d'équations impossibles à résoudre, enfin voilà, puis finalement c'est peut-être ça aussi tout l'intérêt et toute la force de la communauté que d'avoir cet effet de levier. Oui, la communauté nous aide beaucoup. Je pense qu'on gagne du temps à travailler avec la communauté parce que eux produisent, mais aussi par le feedback qu'ils nous donnent, quoi. Alors moi, les outils de reporting ont fait une partie de mes revenus pendant très longtemps. Comment ça se passe justement le reporting? Est-ce que vous avez des trucs qui cassent la baraque? Ah oui. Tu es en tête des outils plutôt BI alors, comme ce qu'on appelle Business Intelligence? Tu vois, les cubes multidimensionnels. Moi, je pense que tout ça, c'est dépassé. Ah, merde. Tu vois, je suis un vieux, moi. Alors, le BI, comment ça marche? C'est que tu dois faire un data warehouse, tu dois avoir un ETL. Donc un gros stockage de données où on met tout. Voilà. Tu dois avoir un logiciel pour transvaser tes données de tes différents logiciels dans ce data warehouse, qu'on appelle souvent un ETL. Puis au-dessus de ce data warehouse, tu vas construire un cube avec tes différentes dimensions pour préparer tes rapports. Et puis, tu vas dessiner tes rapports et l'utilisateur final. C'est ce qui m'a payé ma première bagnole, hein, ça, monsieur. Voilà. Et donc, c'est pas mal. Ça permet de faire plein de trucs. Le problème, c'est que c'est totalement inaccessible. C'est compliqué. Entre le data warehouse, l'ETL, ton projet BI, ça paye des bagnoles, comme tu dis. Mais les PME, elles savent pas. Les PME, elles vont pas mettre des budgets de 50, 100 000 euros pour faire du reporting, quoi. Donc on a dû réinventer la chose, et la manière dont on l'a réinventée, moi je trouve elle est vraiment élégante. On a fait Excel. On a fait Odoo Spreadsheet, qui est un clone de Google Spreadsheet, open source. Non, il n'est pas open source, pardon. Il sera dans la prochaine version, probablement, mais pas dans celle-ci encore. Il est encore dans Odoo Enterprise, qui est un spreadsheet en ligne, collaboratif, etc., mais complètement connecté à tes informations business de la gestion. Donc dedans, tu as tes cubes où tu peux changer, et tu fais tes dashboards en drag and drop en faisant des cellules dans un spreadsheet, ce que tout le monde sait faire. Et les CFO, ils adorent. Ils te font des dashboards incroyables eux-mêmes, en allant piocher en direct dans l'application, dans des cubes de l'application, sans devoir passer par toute l'usine technique de l'ETL, du data warehouse et des cubes. Avec tout l'intérêt, c'est que tu peux faire c'est en anglais, mais du drill down, c'est-à-dire que tu peux... tu peux faire du drill down, du across, tu peux même écrire, puisque c'est des cellules Excel, tu peux écrire et renvoyer, tu peux tout ce que tu veux, quoi. Mais c'est pas un bête spreadsheet au sens Google Spreadsheet, ça a toutes les features d'un Google Spreadsheet,
Mais en plus, c'est totalement intégré à toutes tes données de gestion. Mais 100% des données de gestion. Tu peux faire des analyses sur du recrutement, tout comme sur de la comptabilité, quoi. Mais ça veut dire typiquement que sur de l'élaboration budgétaire, tu peux faire des trucs juste... Les budgets, par exemple, c'est un bon exemple. Le budget et les commissions, c'est deux rapports qui sont toujours très compliqués, parce que c'est spécifique d'une entreprise à l'autre. Ouais. Et t'as parfois des calculs tordus sur la marge avec des exceptions et des trucs comme ça. Tu donnes ça à un CFO, il sait te le faire dans un spreadsheet. Ouais. Il sait pas te faire un BI, un cube, etc., mais il sait te faire un spreadsheet. Donc si tu arrives à ce que ce spreadsheet soit connecté de manière élégante à tes données de gestion, bingo, c'est fait. Et c'est ce qu'on a fait chez Odoo. Est-ce que vous avez tiré la logique jusqu'à aller vers les problématiques de consolidation statutaire? Ouais, on a un module de consolidation, oui. Aussi. Pour la comptabilité, oui. Tu sais que ça commence à être énervant à force. Oui, c'est impressionnant. On a le plus gros App Store au monde. On a 30 000 applications développées par la communauté sur notre App Store. Voilà, tu vois, c'était ma question d'après. Le gros App Store de business, je veux dire, parce qu'il y a des App Store consumer comme Apple, etc., qui sont évidemment beaucoup plus gros. Mais l'application de gestion, on a le plus gros App Store au monde. On est beaucoup plus gros que App Exchange de Salesforce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des boîtes qui sont tes partenaires qui développent sur ton cœur des applications business. Des applications de plus qui viennent compléter nos fonctionnalités business. Il y en a deux, trois comme ça qui deviennent déjà que tu as envie de mettre en avant ou qui sont particulièrement... non, il y en a 30 000, donc moi je les connais pas bien parce que je les utilise pas beaucoup parce qu'en fait ça vient compléter les modules de base. Ouais. Mais nous chez Odoo on utilise principalement les modules de base puisque tout le scope dont on a parlé aujourd'hui, ce n'était que des applications du module de base. D'accord. Donc les applications communautaires, c'est vraiment pour aller dans des besoins très niches, quoi, beaucoup plus spécifiques. Typiquement, je peux te dire que tu as un partenaire qui développe une couche Learning Management System, LMS. Non, ça c'est en standard. Ou alors peut-être qu'ils ont fait des variations. Ouais, ils ont fait des variations, ils ont fait des thèmes, les rapports qui vont bien, la gestion des étudiants, etc., etc. Oui, parce que les applications, c'est soit des nouveaux scopes, par exemple... la paye en France, on le fait pas en standard, il y a un partenaire qui fait pour gérer la paye en France. Faut sortir justement de Polytechnique pour comprendre la paye en France. C'est très spécifique, quoi. Donc là, on a un partenaire qui fait, et parfois les modules communautaires, c'est des fonctionnalités en plus sur notre existant. Par exemple, ils vont prendre toute notre gestion de stock avec la traçabilité, mais ils vont dire on va rajouter la gestion des dates de péremption par-dessus, parce que dans l'agroalimentaire, on a besoin des dates de péremption. D'accord. Ça vous est arrivé d'envisager d'acheter, d'intégrer des applications développées par des tiers? Non. Donc ça fait partie aussi, on a pas mal de fonctionnements qui sont un peu particuliers chez Odoo, dans notre culture d'entreprise. On ne veut pas faire d'acquisition d'entreprise ni de technologie. Ça fait partie de notre culture pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on veut pas distiller notre culture d'entreprise. Ça la distillerait et ce serait pas bon. La deuxième, c'est que tu peux pas faire un produit de la qualité et de l'efficacité d'Odoo en mixant des technologies différentes. T'aurais pas la même expérience utilisateur, simplicité, être smooth entre toutes les apps si tu commences à mixer des technologies et des approches différentes. Pour arriver à faire un truc du niveau d'Odoo, de la qualité d'Odoo, ça doit être conçu à la base, dès le début, avec cette vision-là. Donc on peut pas facilement intégrer d'autres technologies. Ce qu'on fait quand même, c'est qu'on a des services. Par exemple, évidemment, les plus évidents, c'est tout ce qui est livraison, s'intégrer avec la Poste, Bipost, FedEx, UPS. Et là, c'est plutôt l'intégration au niveau des services. Ouais. Sur les paiements, pareil. Mais ça veut dire que pour tes équipes, ils ont un, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, un canevas, un modèle, justement pour qu'il y ait une certaine consistance à travers les modules. Ça se passe comment? Oui. Comment tu arrives à organiser? Parce qu'il y en a un peu dans tous les sens là. Oui, mais par contre, ils se chevauchent pas du tout. C'est vraiment, tout est complémentaire et ils sont tous indépendants. Tu peux partir juste avec un site web ou juste une CRM, mais si tu le mets ensemble, c'est Syntex, qui est quand même assez incroyable. Je crois qu'on est un des seuls à le faire sur le marché. Donc tu peux avoir à la fois quelque chose de très simple avec juste une app, mais à la fois tout le truc, tout intégré. Et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que tu regardes deux utilisateurs Odoo différents, tu vas pas voir les mêmes écrans du tout chez eux. Ouais. C'est en fonction des modules qu'ils installent. Ce qui se passe, c'est que la technologie impose à une certaine... un certain canevas sur comment les choses doivent être développées, comment les fonctionnalités doivent s'ajouter, se complémenter. Ça, c'est le framework Odoo, tout simplement, les contraintes techniques. Et après, on a évidemment des guidelines au niveau ergonomie sur comment designer des écrans, etc., que les gens suivent plus ou moins bien selon les contributeurs, quoi. Alors, tu disais que dans une interview que j'écoutais, les premières versions, elles étaient un peu moches. Oui, c'est-à-dire que comme on a construit comme une société de service, on a développé beaucoup de fonctionnalités. D'accord. Tout ce que les clients nous payaient, en fait, pour développer. Oui, et après, on se retrouve avec une hydre à 10 têtes, quoi. On fait plein de trucs, mais c'est pas simple et clean, quoi.
Et donc c'est pour ça qu'on a dû faire ce pivot vers un modèle d'éditeur, et c'est pour ça que j'ai dû faire ma première levée de fonds pour sortir de ce modèle et se refocaliser sur les activités d'un éditeur. Parce que même si on était une société de service, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que dans le mindset, on était un éditeur. Ouais. Nous, on a toujours voulu faire un produit, être éditeur. C'est juste que pour nous, faire du service, c'était la manière d'arriver à financer les premières années, quoi. Ouais, mais tu vois, plus je t'écoute, etc., plus je me dis qu'il y a un business à créer, là, un business de service à créer autour d'Odoo. Ah ouais, il y en a un paquet. Hein. Il y a 100 000 personnes qui vivent d'Odoo. Donc si on comprend les développeurs, les consultants et quelques vendeurs, une petite partie sont des vendeurs, qui travaillent chez nos partenaires ou dans la communauté dont c'est le métier de vendre et de développer du Odoo, il y a 100 000 personnes. Alors juste pour moi, on sait jamais, je regarde. En France, il y en a beaucoup ou pas? En France, il y en a beaucoup. Maintenant, te dire un nombre, il faut que je sais pas par cœur, quoi. Non, mais ouais, il y a de la concurrence. C'est un gros pays pour nous, la France. C'est pas le premier étant les États-Unis, mais il doit être dans le top 3 ou top 5. Alors, aujourd'hui, monsieur le PDG, CEO, founder de Odoo, comment tu vis tout ça, toi? Parce que comme avant, je suis focalisé à faire un bon produit, faire que la boîte tourne mieux et tous ces sujets-là, quoi. Alors, tu disais, t'as bossé quand même comme un dératé au moins les 10 premières années. Là, t'arrives à, je sais pas, à prendre du recul, à lever le pied. Oui, bah j'arrive plus. De toute façon, j'ai plus l'énergie physique pour faire autant qu'avant. On se fait vieux, monsieur. Oui, non, j'arriverai pas à travailler autant qu'avant. C'était juste pas super sain ce que je faisais, mais j'étais jeune, donc c'était pas grave. Maintenant, ça va mieux. Je travaille beaucoup, mais comme quelqu'un dans ma position, je pense. Mais ça, c'est aussi un message aux jeunes gens qui nous écoutent, c'est que quand on est sur un sujet qui nous plaît, eh ben les heures ne comptent pas. Ah oui. Bah, un exemple, c'est que par exemple, je m'embête moi en vacances. Et souvent, je dirais une fois sur deux, ma femme et les enfants partent tout seuls en vacances sans moi. Ah ouais, et à ce point-là. Oui, si les vacances sont pas vraiment chouettes, je préfère bosser. Parce que ce que je fais me passionne, quoi. Donc pour moi, c'est pas un travail, quoi. C'est pas une contrainte que tu mets. Ce que je veux faire, c'est construire un bon produit, aider les PME à être plus efficaces, etc. Et c'est pas un boulot, quoi. C'est un sacerdoce, ça, quasiment. Ouais. En effet. Non mais c'est vrai. Et du coup, en plus, ça n'a pas toujours été le cas, mais on a une taille où je peux me focaliser sur ce que j'aime. C'était pas le cas au début. Au début, je devais quand même faire de l'administratif moi-même, etc. Ouais. Mais maintenant, à notre taille, je peux vraiment focaliser. Je peux me focaliser là où je suis fort, où là j'amène beaucoup de valeur et donc que j'aime, quoi. Si demain il y a un gars ou une nana d'ailleurs qui débarque avec un très 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 gros chèque. Oui. Si c'est ça la question, Odoo n'est pas à vendre. Hein. Non, bah oui, c'était la question. Mais ouais, non, moi je travaille pas pour l'argent. C'est pas du tout un objectif. Donc non, il n'y a pas d'opportunité d'achat de parts d'Odoo, tout simplement, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a plus fait d'augmentation de capital depuis longtemps. C'est simplement parce que moi, je veux garder ma majorité. D'accord. Mais ou une IPO, une introduction sur le marché? Non, il n'y a pas d'IPO non plus. Parce qu'on veut pas... c'est contre notre culture d'entreprise, en fait. Être public refocalise très fortement sur le court terme. T'as les quarterly reviews, tu dois faire tes chiffres du mois, t'as la presse qui te critique sur tes ventes du mois ou du 3 mois qui viennent de passer. Et donc toute ton entreprise commence à se focaliser là-dessus, quoi. Et tu peux pas communiquer comme tu veux, tu peux pas être transparent avec tes communautés parce que tu dois annoncer tes chiffres publiquement avant d'en parler aux gens. Et moi, je veux pas de ces contraintes-là. C'est vrai que c'est des vraies contraintes. Je peux dire que toutes les boîtes américaines qui étaient cotées, c'était tous les quarts. On allait chercher les clients pour finaliser le quart pour que les chiffres à la bourse soient bons, etc. et que le marché tienne. Toute l'entreprise devient guidée par ça à long terme. C'est pas bon c'est pas aligné avec notre vision de vraiment ce qu'on veut, c'est aider les PME à être plus efficaces et à travailler le produit sur le long terme là-dessus. Être en bourse nous aiderait pas à faire ça. Mais tu vois, je reviens sur mon Simon Sinek avec The Infinite Game. C'est exactement ce qu'il décrit. Donc je le lirai. Ah ouais, c'est promis, je te l'envoie. Ok. On a fait un bon petit tour de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Odoo dans 2 ans, 5 ans? Je ne sais pas. Ce qui va se passer sur le marché, c'est que je pense que le marché va se consolider et que dans quelques années, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs. Il y a des milliers de logiciels de gestion dans tous les sens.
Et un jour, ce sera une commodité, quoi. Il y aura plus que 2-3, comme on a eu dans Office, Word, Excel ou les systèmes d'exploitation. Oui. C'était très fragmenté au début. Il y en avait des dizaines, des Works, WordPerfect, Lotus 1, 2, 3, etc. Aujourd'hui, il reste plus que Microsoft Office et Google Doc, quoi. Je pense qu'il va se passer la même chose dans les logiciels de gestion. C'est-à-dire que c'est plus compliqué parce qu'il y a la complexité technique et la complexité business à régler. Donc, dans les stacks, c'est plus dur. On en est au début d'où étaient les traitements de texte ou les systèmes d'exploitation lorsqu'il y en avait des dizaines il y a 15 ans. Mais il va se passer la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, ces technologies vont devenir matures et ça va devenir une commodité et seulement 2-3 acteurs vont se partager le marché. Et en gros, ça, c'est ce que moi je fais, quoi. C'est essayer de survivre jusque-là pour rester dans ces 2-3 acteurs, quoi. Dans cette optique-là, tout ce qui tourne autour des notions d'intelligence artificielle et autres joyeusetés, c'est intégré déjà, ça va aller plus loin. Oui, c'est intégré. On parlait par exemple de scanner automatiquement les factures fournisseurs. Donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est que les entreprises deviennent sans papier. Leur courrier entrant est scanné par des boîtes tierces. Ça arrive dans ta gestion documentaire, 2-3 clics, tout est processé. L'intelligence artificielle encode tes champs de ta facture et le comptable, il n'a plus qu'à faire validate, next, validate, next. Et ça marche vraiment aujourd'hui. Ça marche super bien. On a un meilleur résultat aujourd'hui sur l'encodage que les humains. C'est-à-dire que je peux expliquer ça quand même dans notre processus. En fait, donc on reçoit les images scannées ou les PDF des factures de nos clients. Ouais. Nos algorithmes renvoient les données au client et tout est encodé à l'écran. Et puis le comptable valide. S'il trouve qu'il y a une erreur, il change dans son écran et puis il corrige et puis il valide. D'accord. Si le comptable a corrigé 2 fois de suite une facture d'un même fournisseur, s'il a dû changer parce qu'Odoo ne donnait pas les mêmes valeurs, ça remonte chez nous et on a des équipes de programmeurs qui regardent ce qui va pas bien dans nos algorithmes pour les améliorer. Plus d'une fois sur 2, quand ils regardent, c'est le comptable qui se trompe. Par exemple, il prend la date de facture, il va prendre la date de paiement ou des trucs comme ça. Et une fois sur 2, quand il y a un delta entre ce que l'humain fait et notre logiciel, puisqu'on les analyse à la main, c'est le comptable qui se trompe. Incroyable. Ça veut pas dire qu'il se trompe 50% du temps. Hein. C'est que sur les erreurs, une fois sur 2, ça vient de... Oui, j'avais bien compris. Je l'avais pas si souvent que ça. je l'avais compris comme ça. Vous voyez les gars et les filles qui écoutaient la colle, Odoo était certainement, peut-être en tout cas pour moi jusqu'à maintenant, le secret le mieux gardé du marché de l'ERP et des plateformes business. Si maintenant vous n'avez plus d'excuses. Si vous ne connaissez pas Odoo, il faut vous jeter dessus parce que je dis pas que c'est la panacée, mais il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Ouais. Et je pense que il y a de plus en plus de business de toute façon qui vont se monter là-dessus. C'est pour ça que je te posais la question sur WordPress, parce que il y a 5 ans, on se posait pas la question, on montait un WordPress, on faisait une petite landing page, etc., etc. Aujourd'hui, ça, on peut le faire sur Odoo et en se disant surtout, c'est moi ça qui m'intéresse. Si jamais ça marche, il y a tout ce qui va derrière. Et ce qui fait que ça donne des effets de levier pour suivre sa croissance qui font que ça devient super intéressant. Ouais, ça change tout parce que tu peux intégrer ton marketing à ton site web, des bêtes choses. Hein. Quand on t'envoie un email depuis Odoo, on sait te dire le revenu de cet email. Personne au monde sait te dire le revenu d'un email parce que l'email envoie des visiteurs sur ton site web. Ouais. Les visiteurs vont remplir un formulaire, ça devient une opportunité dans ta CRM. Oui. Puis 3 mois plus tard, le commercial va faire un devis, une fois qu'il aura rencontré le client, ça passera en facture, et puis ça ira dans ta comptabilité. Rien que pour savoir ça, ce flux-là, il te faut 6 ou 7 logiciels différents. Mmh. Et donc, c'est impossible, quand tu fais des campagnes marketing, de savoir ce qu'elle te rapporte. Réconcilier toute l'info, c'est... Ouais. Oui, pour remonter jusque ce que tu as facturé, quoi. Tout ça, en Odoo, c'est standard, quoi. Tu démarres avec Odoo, tu as ça gratuitement, quoi. Tu fais tes mass mailing, tu vois sur ton mail combien il y a de revenus générés, combien d'opportunités, combien de factures, etc. Je suis bluffé. Fabien, si on veut te contacter, c'est quoi le plus simple ? Sur LinkedIn ou par email, fp@odoo.com. Alors c'est très drôle d'ailleurs parce que le lien vers ton LinkedIn, c'est FP Odoo. Donc on voit, non mais c'est assez symptomatique du gars. C'est-à-dire que son identité est indissociable du nom de sa boîte à tel point. Et Twitter, c'est pareil, c'est le même compte. Ouais. C'est vrai. Incroyable. Mais voilà, ça démontre aussi que tu le vis pleinement et depuis des années. Mais moi je pense que tu peux pas faire autrement.
tu peux pas faire une boîte à gros succès, un énorme truc compliqué, quoi. Il y a des boîtes simples qui sont plus faciles, mais une boîte complexe sur un produit complexe, si t'es pas obsédé, quoi. Pour y arriver, il faut vraiment, il faut être à fond dedans tout le temps parce que c'est vraiment complexe, quoi, de monter une boîte à cette taille-là sur des challenges technologiques de ce niveau-là, quoi. Le fait de te mettre dans la lumière, c'est dérangeant pour toi ou Non, c'est marrant, c'est chouette ce podcast. C'est marrant. non, c'est une vraie question. Hein. Je le fais pas beaucoup, mais je le fais quand même. Non, je vois, c'est du marketing pour moi, hein, donc. On est d'accord. Je le fais pas pour être dans la lumière, je le fais parce que c'est important, ça ramène de la visibilité au doux, quoi. Ça sert ton projet, oui. Bien compris. Oui. Et je vous confirme que Fabien il répond sur LinkedIn même hyper vite en fait. Ok. Allez, on est parti pour les 7 dernières questions rituelles de la colle. Fabien, dis-nous, quel est ton mot préféré? Scale up. Ah. Et pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien les entreprises. Alors, déjà, pour les non-anglophones. Scale up, c'est comment dire en français, je sais pas moi, une start-up qui grandit. Ouais, c'est oui. Ouais, c'est ça. Ouais, scale, c'est l'échelle. Scale up, c'est on agrandit l'échelle. Oui, et puis c'est comme ça qu'on nomme les startups à forte croissance, je crois. Et alors, on a un business game qui s'appelle Scale Up, donc, qui est pour moi un projet qui était très important dans l'éducation. On offre ça gratuitement à tous les professeurs et les étudiants. J'ai vu. Il y a 800 cours d'université qui sont organisés dessus, où les gens apprennent par le jeu de rôle à gérer leur entreprise avec Scale Up. Mais il y en a 2-3 chez Odoo qui vont être approchés par l'ISC notamment. On est volontiers, on accompagne les professeurs qui souhaitent simplement utiliser ce jeu de rôle pour former aux bases de la gestion d'entreprise, quoi. Et l'intérêt pour moi c'est du hands-on, tu vois. Tu fais vraiment le truc pour de vrai. Oui, et c'est des cas très visuels, donc c'est des fiches techniques où tu commandes, puis tu vois le camion qui arrive, tu vois une photo du camion qui t'apporte. C'est beaucoup plus visuel qu'un cours de comptabilité où tu as du débit crédit, quoi. Ouais. Je comprends. Le mot que tu détestes. Je suis pas quelqu'un qui déteste les choses, donc c'est un peu compliqué. Le truc que t'aimes pas entendre. Pas assez vite. Disons dans un mois. Je veux que tout aille beaucoup plus vite, quoi. Pas pour dans un mois. Et ça, c'est un grand truc. C'est le temps de l'entrepreneur n'est pas le temps du monde. Oui. C'est même dans les petits trucs, hein, si je vais au restaurant et que l'addition prend trop de temps, je commence à trépiner, quoi. Et je suis sûr que tu as entendu dans des rendez-vous business, ah oui, votre truc c'est super, on se revoit très vite dans 6 mois, quoi. Oui, alors moi je fais pas beaucoup de service client, donc pour moi c'est pas très grave. Oui, mais quand même. Bon, allez, on s'en fout, le sujet c'est pas moi. Le son ou le bruit que tu aimes? J'écoute pas de la musique. Les vaches dans les champs à Ramilly? Oui, les petits oiseaux, c'est sympa, oui. Voilà, tu vois. Le son ou le bruit que tu détestes? Les ongles sur un tableau noir. Ok. Ok, on s'arrête là. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Je jure pas beaucoup, mais quand je jure, c'est souvent des trucs du genre merde. Ouais. Des trucs sont gentils, quoi. Oui, c'est gentillet même, j'aurais tendance à dire. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée? Aimer avoir prononcé, non, parce que j'ai pas besoin de m'attribuer quelque chose, mais il y a des citations que j'aime bien. Peut-être Henry Ford. Si j'avais écouté les utilisateurs, j'aurais fait des charrettes avec plus de chevaux. et puis il a inventé la voiture moderne, quoi. Ouais. Alors on dit beaucoup en développement produit. C'est vrai. On dit souvent ça pour décrier les études marketing, parce que. Est-ce que tu crois qu'il faut écouter ses clients? Je pense que les clients, il faut les écouter parce qu'ils expriment un problème. Ouais. Mais il ne faut pas les écouter pour la solution qu'ils proposent. Ce qu'ils proposent, problème, c'est rarement bon. Par contre, ils expriment un vrai problème. Donc oui, il faut les écouter. Moi, je passe énormément de temps à m'asseoir à côté de gens, d'un comptable, d'un recruteur, d'un acheteur, pour voir où ils perdent du temps, pour voir où ils râlent. Mais par contre, les grandes innovations viennent très rarement d'eux. Les grandes innovations viennent parce que les problèmes sont très clairs dans notre tête. On les a, on y réfléchit pendant 3 mois, et à un moment, on a un déclic, et on se dit, ah ouais, là, on peut faire un truc qui va les aider, quoi. Compris. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire?
Bon repos. On fout, moi, après la mort. Non, il va te dire ah bah ça tombe bien parce que justement j'avais besoin. Moi, je tourne sur Odoo et Ah oui, aussi, oui. j'avais besoin de support. Là-bas. Fabien, je te remercie infiniment du temps que tu m'as consacré, que tu nous as consacré. Une fois de plus, on va dire que vraiment je te sers la soupe, mais c'est pas grave. Allez voir Odoo, tester le truc, parce que pour moi aussi, ça a un autre intérêt. Je dis toujours à mes étudiants, tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mais pour passer ces différentes étapes, il faut quand même arriver un peu à crédibiliser le truc. Et en fait, sur ce que j'ai vu en tout cas, bah, très rapidement, tu peux essayer de te projeter, tu peux essayer de construire. Tu vois, tu peux poser des premières briques. Et tu as raison, parce que c'est un réflexe que les gens n'ont pas. C'est-à-dire que sur les autres logiciels tout intégrés, Microsoft Dynamics, SAP, tu peux pas tester. Il n'y a pas de free trial en ligne. Et donc, nous, on a beaucoup de gens qui nous disent « Est-ce que vous pouvez nous faire une démo d'Odoo ?» mais en fait, tout est disponible en quelques clics sur le site web. Vous pouvez faire votre site web vous-même en 1 minute, quoi que ce soit. Les gens n'ont pas toujours le réflexe et ils apprendraient beaucoup à les creuser par eux-mêmes, quoi. Donc, bah voilà, moi je vous invite. Je mettrai tous les liens sur ce qu'on a évoqué dans la description. Allez-y, testez, faites bouger un peu le truc et vous verrez que on peut construire. Et c'était ça effectivement mon idée pour tous ceux qui se disent tiens, si j'entreprenais, bah là il y a vous pouvez poser des premières briques, vous pouvez réfléchir à des premières briques et justement ça peut éclairer aussi derrière des business models. Enfin bon, donc allez-y. Un grand merci, Fabien. Longue vie à Odoo. Et puis, merci à toi de m'avoir invité. Ah bah écoute, on va se faire une bouffe un jour. Je sais pas si je passe en Belgique ou quoi que ce soit, mais de toute façon, moi je vais continuer à regarder tout ça de près. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne